Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, une petite minute Soigne ton art, donc toujours plus, un mot, une expression, un concept et surtout une réflexion. Aujourd'hui, on poursuit la réflexion sur le lien entre l'enfant intérieur et l'expression de la créativité. Donc on a vu Franz Kafka, on a vu Victor Hugo, on a vu Pablo Picasso. Aujourd'hui, on a convoqué Francis Bacon et ses autoportraits. Autoportraits pour se recréer à partir de son enfant intérieur, pour le moins rejeté, abandonné et humilié. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Francis Bacon, bon, génial peintre irlandais, on va pas trop parler de sa biographie. On va quand même voir un peu par rapport à son enfance. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Bacon a exploré fondamentalement dans ses autoportraits déformés les territoires de son soi, et que en se portraiturant, on peut dire qu'il les a énumérés, ces territoires, il les a démembrés, disséqués, et ce, fondamentalement, en lien direct avec son enfant intérieur blessé, rejeté, humilié, mais aussi trahi, en fait, fondamentalement. Alors, rapidement dire que Bacon naît en 1909 à Dublin, dans une famille plutôt aisée, deuxième d'une fratrie de 5 enfants, et Bacon, en fait, va connaître une enfance pour le moins difficile. Alors, son père, Edward, est un ancien major de l'armée britannique, reconverti dans l'élevage de chevaux. Donc il a un passé militaire qui lui a donné, je sais pas, en tout cas, Edward Bacon a développé le goût du courage physique, de la virilité, l'endurance morale, de la discipline. C'est comme ça que le décrit particulièrement son fils Francis. Et en ce sens, Edward Bacon va régenter la famille et imposer en fait à tous ses membres une sorte de code moral très strict. Il est également autoritaire, plutôt violent, et il porte peu d'intérêt à son second fils, donc à Francis, qu'il considère comme un garçon fragile, souffreteux, d'autant que ce dernier a des crises d'asthme et il manque beaucoup l'école. En fait, selon Francis Bacon lui-même, comme il a pu le raconter et l'écrire, il n'a aucune communication avec son père. Donc les relations entre les deux, au fil on pourrait dire de l'enfance de Francis Bacon, vont se tendre un peu plus encore. Et surtout, lorsque, vers l'adolescence, Francis Bacon évoque son désir de devenir artiste. Et en fait, toujours à l'adolescence, les liens entre le père et le fils vont complètement se couper lorsque Francis Bacon prend conscience de son homosexualité. Et son père va le chasser, littéralement, du domicile familial, après avoir surpris son fils vers l'âge de 15 ans, en train d'essayer les sous-vêtements de sa mère. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que d'un côté, il y a le père, mais de l'autre, il y a la mère. Et c'est peut-être encore plus la relation avec sa mère, Christina Winifred Luxley-Firth, issue d'une famille d'industriels aisés, qui va susciter chez Francis Bacon le sentiment de rejet. C'est selon lui, sa mère, peu encline aux effusions et très froide, va toujours faire passer son plaisir personnel avant les propres demandes de son fils. Par ailleurs, à cause, on pourrait dire, de la mésentente entre ses parents, l'atmosphère est régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, tendue. Et d'ailleurs, Francis Bacon va le ressentir très fortement cette violence conjugale, ce qui lui fera dire plus tard, et là je le cite, que tous les accouplements sont violents. Alors, avec son salaud de père, pour reprendre ses propres propos, et une mère autocentrée qu'il délaisse complètement, en fait, Francis Bacon va grandir dans une famille qui n'offre évidemment pas un cadre chaleureux ni bienveillant, et encore moins, on pourrait dire, étayant. Et à contrario, en fait, Bacon va faire face à un grand vide, un manque cruel, on pourrait dire, de reconnaissance, et surtout, en fait, fondamentalement, d'amour. Donc rejeté, il va surtout grandir dans une forme de non-identité, ou du moins une identité, en fait, fondamentalement non validée par ses parents. Et que, plongé dans un sentiment de crainte, d'incertitude, mais on pourrait dire aussi de choses-trappes permanents, Francis Bacon est en plus confronté au non-sens et à la violence dégagée par l'union parentale. Et par ailleurs, en dernière instance, ce qu'on peut rajouter, c'est que son père ne reconnaît pas son identité sexuelle et va le rejeter définitivement pour cette raison. Donc ça correspond à une sorte de double négation de son identité, donc une double peine en quelque sorte, qui ne pourra alors se représenter que de manière, on pourrait dire, instable dans les formes et les couleurs, et c'est précisément ce que va faire Francis Bacon avec ses autoportraits. Des autoportraits instables, des autoportraits, on pourrait dire, floutés, déformés, torturés, avec une espèce de mouvement circulaire comme si son visage était empoigné avec force pour le tourner violemment vers lui-même, ce qui donne aux autoportraits de Bacon bien souvent des aspects de gueule cassée des combattants de la Première Guerre mondiale. Et Bacon, qui a donné à voir son intériorité la plus sombre dans ses autoportraits, et qui a
pour reprendre les propos de Didier Anzieux, grand psychologue et psychanalyste qui s'est beaucoup intéressé à l'œuvre du peintre anglais, je cite Anzieux, « peint ce méconnu de façon telle que sa révélation apporte un choc à la conscience du spectateur. » Et effectivement, Bacon va explorer dans ses autoportraits les territoires de son soi, ce que je disais plus tôt, en les énumérant, en les démembrant et fondamentalement en les disséquant. Alors si on part du postulat qu'à chaque fois qu'on fait son autoportrait, c'est un peu comme si l'on se recréait pour la première fois, on peut dire qu'il n'y a vraiment pas de doute qu'en se reconnectant à son enfant intérieur blessé, Francis Bacon en fait a essayé de se recréer, voire même de se réengendrer pour essayer de naître à nouveau. Et que dans son cas, ce besoin est peut-être directement à mettre en relation avec le miroir maternel qui a été défaillant, puisque lorsqu'il était enfant et que sa mère le regardait, en fait, fondamentalement, elle ne le voyait pas, ou pire encore, elle voyait à travers lui. En d'autres termes, sa mère n'a pas rempli sa fonction de miroir contenant. Il a donc fallu à Bacon, en se reconnectant à son enfant intérieur, tenter de se recréer. Alors si on pousse un peu plus loin, et qu'on se reporte aux théories de Winnicott, de Donald Woods Winnicott, célèbre pédopsychiatre et psychanalyste anglais, là je vous renvoie aux 2 vidéos qu'on a faites sur lui, le regard de la mère serait le premier miroir humain que le sujet rencontre et qui va le structurer. Et que l'insistance de ce besoin impérieux, de cette compulsion à s'autoportraiturer, ce qu'on retrouve précisément chez Bacon, témoigne à coup sûr que quelque chose a fait défaut dans la transmission psychique de ce regard maternel créateur. Et Winnicott reprendra l'idée de Lacan sur l'importance de la fonction du miroir dans le développement du moi, mais il ira plus loin encore en attribuant cette fonction au visage même maternel. Et Winnicott va ainsi introduire la fonction des soins maternels dans la construction de ce narcissisme primaire en interposant un autre, à savoir un miroir de soi entre le sujet et lui-même. En fait, Winnicott va donc lier la fonction, on pourrait dire développementale du miroir avec le rôle du visage maternel. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand un bébé regarde le visage de sa mère, c'est lui-même qui le voit. Et quand le bébé regarde, on le voit, donc il existe. Et c'est précisément ce qui a manqué à Bacon. Au sujet des autoportraits de Bacon, je vais reciter une nouvelle fois Didier Anzieux. Anzieux écrit que le spectateur des œuvres de Bacon ne trouve pas de mots pour décrire son effroi et sa terreur, comme le désespoir du nourrisson en face d'une mère absente, incapable de le recevoir et de le refléter. Et que selon Anzieux, l'image de notre propre corps se ternit et s'altère quand l'autre nous en renvoie un reflet vague, inattentif, désinvesti et inconsistant. Et en effet, le miroir chez Francis Bacon est souvent opaque et ne reflète rien. Dans certains autoportraits au miroir, il ne regarde pas le miroir, mais il en est séparé, et dans d'autres, une moitié, voire un peu plus du visage se dégrade. Dans les autoportraits de Bacon, il y a des sortes de béances qui renvoient à sa propre psyché. Des autoportraits déformés qui procurent fondamentalement une sensation de profond déséquilibre. Peut-être que c'est comme cela que Francis Bacon s'est perçu dans le regard de sa mère. Pour finir, on pourrait citer Gilles Deleuze, philosophe qui s'est beaucoup intéressé au travail de Bacon. Selon Deleuze, il s'agit d'un éprouvé corporel qui s'est ancré dans les relations de l'enfant avec ses parents et qui s'est soldé par une faillite de la figuration et par un état proche de la dépersonnalisation.